va commencer, on est exactement à l'heure. On va commencer donc cet atelier consacré aux révolutions arabes, le premier atelier consacré aux révolutions dans la région arabe, avec la participation de deux invités. À l'origine, on avait une invitée libanaise qui aurait dû venir parler du rôle des femmes dans les révolutions de ces derniers mois. Ça avait été possible pour des raisons de visa, des autorités consulaires suisses demandant d'avoir un billet d'avion pour envisager la possibilité de donner un visa. Et nous, on voulait donner le billet d'avion qui coûtait quand même assez cher. Quand on était sûr qu'ils allaient donner le visa, bon, une histoire carcaïenne. Donc voilà ce qui nous empêche d'avoir cette présence ici aujourd'hui. Alors, nous avons quand même deux orateurs dont l'un vient d'ailleurs du Liban, immédiatement à côté de moi, Nicolas Pouillard, qui est donc chercheur à l'IFPO, Institut français Proche-Orient, et qui travaille sur à la fois la gauche libanaise, la gauche palestinienne et l'islam politique. Il va publier bientôt un livre sur la révolution en Tunisie et sa thèse qui portait sur les rapports au Liban et en Palestine entre gauche politique et islamique. À sa gauche, sans aucune incidence politique, Joe Daher, qui est donc assistant à l'université de Lausanne, qui est suisse et syrien et qui travaille sur les origines, notamment, pas seulement de domaine, mais sur les origines ici à Lausanne, sur les origines historiques des révolutions arabes. Donc on va, je ne sais pas si vous avez décidé qu'on commence. Il a décidé que c'était moi. Il a décidé que c'était toi. Alors c'est parfait. C'est parfait. Donc on va donner la parole à Nicolas. Le premier. Bon, je vais présenter ton... Ok. Donc bon, je ne sais pas si ceux qui se sont un peu regardé le programme ont sans doute vu le titre un peu complexe, islamisme, marxisme et sciences sociales. Bon, c'est une réflexion là qui va être, que j'ai un peu condensée, parce qu'en fait c'est l'objet d'une intervention que j'ai faite déjà plusieurs fois un peu sur ce thème, mais qui durait en l'occurrence beaucoup plus, parce que c'était une présentation qui durait pratiquement 1 heure, donc là j'ai réduit en 20 minutes, et j'ai réduit en 20 minutes naturellement en mettant cette question un peu des rapports entre gauche, islam politique, etc., naturellement en rapport avec la conjoncture actuelle, enfin la conjoncture actuelle ouverte depuis décembre 2010 et janvier 2011, qui est celle donc des insurrections ou des processus, on peut dire, des processus révolutionnaires arabes. Pourquoi se poser cette question et pourquoi notamment poser la question de l'islam politique dans cette conjoncture assez spécifique? Parce que en décembre 2010, lorsqu'éclate le soulèvement de Sidi Bouzid et lorsqu'après il va y avoir toute la vague révolutionnaire dans les pays arabes, il y a eu une tendance un peu pendant 4-5 mois dans plusieurs milieux médiatiques mais aussi académiques, qui a touché aussi dans un certain nombre de chercheurs, qui a pu toucher des gens également de toute tendance politique, qu'elle soit libérale ou parfois de gauche radicale, qui était un peu une tendance à dire finalement ces révolutions arabes mettent d'une certaine manière fin à l'islam politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque les insurrections éclatent, il n'y a pas de slogan à proprement parler religieux, il n'y a pas de leadership politique islamiste à proprement parler, c'est-à-dire effectivement on ne voit pas les grandes organisations de l'islam politique comme les Frères musulmans, comme Narda en Tunisie, être finalement au centre, être les moteurs, je dirais, de cette insurrection. Au contraire, on voit des fois même dans ces insurrections des cadres venant plutôt de la gauche ou de la gauche radicale, parfois du mouvement nationaliste arabe. L'un des cadres moteurs en Jordanie, par exemple, des insurrections, des grandes figures du printemps 2011 en Jordanie, par exemple, c'était Khaled Karadé, qui est un leader du mouvement de la gauche sociale. Et bon, voilà. Et au contraire, les islamistes n'apparaissaient pas forcément au début comme la force motrice de ces insurrections. Le problème, c'est qu'1 an et demi après, on a aussi un bilan qui est
électorale d'abord, et c'est important, mais qui n'est pas seulement un bilan électoral, puisqu'on voit aussi que c'est des choses qui se manifestent au travers de mouvements armés, au travers de mouvements sociaux. L'islam politique est encore, et toujours, même avec force, une réalité prégnante dans le monde arabe. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand je parle des résultats électoraux, il y a naturellement le résultat de Narda en Tunisie en octobre 2011, le résultat du Parti de la Justice et du Développement au même mois, d'ailleurs, qui a débouché sur leur arrivée au gouvernement avec le gouvernement Ben Kilan, l'élection de Morsi en Égypte, et au niveau des mouvements, des mouvements sociaux, les islamistes maintenant sont effectivement partie prenante de ces soulèvements. Dans un certain nombre de pays, on a vu les manifestations il y a un mois en Jordanie avec une forte présence des frères musulmans, sans parler de la situation au Yémen avec la force propulsive du mouvement El-Islam. C'est-à-dire que, grosso modo, on est dans un cadre assez paradoxal où d'un côté, les révolutions arabes, dans leur premier temps, ont avancé on peut dire un certain nombre de revendications à caractère social et économique, c'est ce qui faisait un peu justement leur nouveauté par rapport à la décennie précédente. Elles ont avancé des revendications à caractère démocratique, mais malgré tout, bizarrement, c'est les islamistes qui ont su finalement profiter de cette situation, alors même que leurs programmes économiques et que leurs orientations économiques en général sont aujourd'hui, on voit bien à travers notamment les gouvernements qu'ils participent, leurs orientations économiques sont plutôt à tendance néolibérale. On pourrait prendre le cas du gouvernement tunisien de Narda, qui ne remet absolument pas en cause finalement les orientations politiques qu'il y avait sous le président Ben Ali, et un peu la même chose en Égypte. Alors pourquoi je parle de paradoxe? Parce que dans cette conjoncture, donc je dis, il y avait effectivement des soulèvements avec des revendications à caractère économique et social et démocratique, et paradoxalement les gauches, à l'inverse, l'ensemble des gauches arabes, mais après bon, il faudra un peu décrire ce que c'est que les gauches arabes, l'ensemble de ces gauches arabes n'ont pas réussi à surfer, je veux dire, sur cette vague, alors qu'elles ont été, comme je l'ai dit, elles avaient des cadres moteurs, des cadres syndicaux, des cadres associatifs, des cadres politiques, qui ont été très présents dans ces mouvements. Le cas emblématique, naturellement, c'est le cas de la Tunisie, parce qu'en Tunisie, lorsque l'insurrection de Sidi Bouzid et Kasserine s'est déclenchée à partir du 17 décembre 2010, le rôle de certains cadres politiques venant des mouvements de gauche, voire même venant de la gauche radicale, du parti qui s'appelle le POCT, là-bas le Parti ouvrier communiste tunisien, du mouvement des patriotes démocrates, de certaines tendances nationalistes arabes, ils ont été très actifs dans la structuration des manifestations de l'insurrection. C'est-à-dire cette insurrection avait un caractère très spontané au début, mais très rapidement, ce sont des cadres syndicaux venant plutôt de la gauche syndicale de l'Union générale tunisienne du travail qui ont structuré ces manifestations. Et malgré cela, paradoxe, un an et demi après, les scores électoraux de ces formations sont assez en général réduits. Il y a eu l'exemple tunisien, il y a eu l'exemple égyptien, et elles se retrouvent effectivement un peu dépassées par ce qui est, alors des fois on dit la vague islamiste, c'est un peu exagéré, mais parce qu'il y a effectivement une certaine hégémonie des partis islamiques dans le monde arabe. Hégémonie qui, donc, toujours paradoxe, aux élections d'octobre 2011 en Tunisie, alors que le bassin minier de Gefsa est un siège de la gauche syndicale, alors que le bassin minier de Gefsa a préfiguré la révolution de 2011, puisqu'il y avait une insurrection en 2008, le bassin minier de Gefsa, bizarrement, a voté plutôt Narda, et n'a pas, c'est-à-dire les succès engrangés ces dernières années par la gauche syndicale et par l'opposition de gauche à Gefsa dans le bassin minier, n'a pas réussi finalement à percer aux élections, notamment pour une raison par ailleurs qui était aussi celle de la division des forces de gauche sur place. Donc, après il s'agit un peu de s'interroger sur ce paradoxe et de s'interroger sur cette faiblesse de la gauche dans les révolutions arabes face au mouvement islamiste. Il y a plusieurs raisons qu'on pourrait mettre en avant, puis après je pense que aussi Joseph développera beaucoup de points autour de ça. D'abord, on est dans une situation historique où finalement le cycle de contestation historique de la gauche, qui a été celui des années 60-70 dans le monde arabe, il est passé, en tout cas, c'est-à-dire la grande époque de la gauche arabe, c'est un cycle qui s'est terminé grosso modo à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est-à-dire qu'en termes de cycle de contestation, en termes de cycle de mobilisation, la mobilisation islamiste finalement prend corps véritablement à la fin des années 70 et au début des années 80, notamment avec la révolution iranienne et toute son onde de choc sur l'ensemble du Moyen-Orient, mais aussi sur le Maghreb. Cette crise de la gauche commence également à l'époque, et elle est à mettre en rapport avec l'augmentation avec la force des mouvements islamistes, avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui a aussi été un tournant, qui a été tellement un tournant à l'époque que beaucoup de militants de gauche, enfin beaucoup,
un certain nombre de militants de gauche à l'époque se sont convertis à l'islam politique sur le thème. Aujourd'hui, hier, je pensais que être de gauche c'était anti-impérialiste. Or, aujourd'hui, il se révèle que la principale puissance qui est l'URSS, etc., qui fait face aux États-Unis, se comporte elle aussi comme une puissance impérialiste. Donc, il y a une véritable crise de la gauche qui commence au début des années 80. Et donc un nouveau cycle de contestation qui est celui des islamistes. Et effectivement, lorsqu'on fait un peu des enquêtes, donc je cite encore le cas tunisien parce qu'il est assez parlant, les gens qui ont voté Narda, souvent n'ont pas voté Narda parce que c'est un parti forcément islamiste ou islamique ou à vétéran religieux, mais parce que dans la perception, notamment dans beaucoup de milieux populaires, il apparaît simplement comme le dernier parti de la résistance au système et de la résistance à Ben Ali, et comme le dernier parti qui avait des prisonniers politiques. Et si on prend le cas notamment des prisonniers politiques, c'est assez intéressant, puisqu'effectivement, les années 1990 et 2000, la majorité des prisonniers politiques dans beaucoup de monde arabe viennent plutôt des milieux islamistes, voire même salafistes d'ailleurs à l'époque, et viennent beaucoup moins des mouvements de gauche. Donc, le problème, il y a un éternel problème pour les gauches du monde arabe, c'est un peu dépasser ce plafond de verre de l'islam politique, et de s'interroger un peu qu'est-ce qui fait le succès encore de cet islam politique. Donc il peut y avoir plusieurs ressorts. Donc j'ai dit l'un des ressorts, c'est qu'effectivement en termes historiques, c'est un des derniers acteurs en termes de cycle de contestation. Donc effectivement il en profite. Il en profite aussi, l'islam politique profite de cette situation, puisque quand je parle de crise de la gauche arabe, la crise de la gauche arabe est à mettre en rapport avec la crise des gauches mondiales au cours des années 80 et fin des années 80 et encore plus début des années 90, ce qui s'est joué aussi par ailleurs de manière matérielle, puisque lorsque vous interrogez des militants de la gauche palestinienne par exemple ou de la gauche libanaise, ils disent très sincèrement qu'en dépit de tous leurs défauts, les soviétiques malgré tout donnaient de l'argent, et qu'effectivement la manne financière s'est considérablement réduite au début des années 90 par rapport à des mouvements islamistes qui eux bénéficiaient de fonds réels, notamment venant de pas mal de pays du Golfe. Mais on ne peut pas réduire. Le problème, c'est que souvent, les mouvements de gauche dans le monde arabe, il y a une petite tendance, je dirais, à réduire la force de l'islam politique à sa seule dimension matérielle. Or, il est probable également que la force de l'islam politique tient aussi dans sa forte dimension, je dirais, idéologique. Donc là, on aborde effectivement la thématique de la religion directement. L'islam politique, par ailleurs, n'est pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire souvent, par exemple, beaucoup d'attaques de gauche contre l'islam politique disent oui, ils ont profité de cet écroulement à la fin des années 80, au début des années 90, des gauches mondiales qui leur a profité. C'est vrai que l'islam politique, historiquement, préexiste à tout cela. L'islam politique a 80 ans d'histoire, il commence à la fin des années 20 en Égypte, l'islam politique de type chiite émerge dans les années 1950, c'est déjà des partis de masse. Donc, on ne peut pas tout expliquer par la conjoncture politique historique issue des années 80-90, on ne peut pas tout expliquer seulement par finalement cette crise de la gauche. Qu'est-ce qui fait la force de l'islam politique? C'est un peu ce qu'on pourrait dire, on pourrait dire sa triple nature. C'est un mouvement finalement qui est assez moderne, je ne parle pas au niveau des concepts, mais je parle au niveau de la sociologie. C'est un mouvement qui est sociologiquement moderne, c'est un mouvement qui est issu de la modernité, c'est un mouvement qui est issu de l'urbanité, c'est un mouvement, les cadres politiques islamistes ne viennent pas des milieux traditionnalistes ou disons des appareils religieux de la société en général, ils viennent plutôt des facultés, notamment des facultés de sciences dures. Beaucoup de cadres dirigeants de l'islam politique sont plutôt issus, on va dire, aussi d'une certaine transnationalisation. Beaucoup ont fait leurs études à l'étranger, ont fait leurs études aux États-Unis, ont fait leurs études en Angleterre ou en France, etc. Donc, on a un mouvement d'abord qui est issu d'une certaine modernité politique, et paradoxalement, c'est un mouvement qui va tirer sa force non pas des concepts issus de la modernité politique, mais par un appel à un retour finalement à un certain âge d'or, qui est l'âge d'or, dans l'islam politique, l'âge d'or effectivement de la première prophétie mohammedienne. Troisième force de l'islam politique sur lequel il va jouer énormément, et donc là on va un peu approfondir la complexité de la chose, c'est un mouvement qui effectivement à son origine en tout cas, va beaucoup jouer sur la dimension de l'anticolonialisme et de l'opposition à l'Occident. Alors là, vous pourrez dire, la gauche et les nationalistes arabes, et même les laïcs en général, ont aussi été anticolonialistes. D'ailleurs, les premières élites indépendantistes ne sont pas islamistes, c'est-à-dire plutôt du nationalisme arabe. Donc, qu'est-ce qui fait la différence finalement des islamistes sur cette question? Là où les islamistes ont un petit point en plus et où ils arrivent surtout à marquer le pas, c'est qu'ils ont cette thématique très spécifique sur laquelle ils vont systématiquement attaquer
les nationalistes arabes, la gauche et les anciennes élites indépendantistes, c'est la thématique de la colonisation culturelle. C'est-à-dire les islamistes disent grosso modo, tout ça c'est très beau, il y a eu l'indépendance politique, il y a eu peut-être une indépendance économique, on ne sait pas trop, mais les élites issues de l'indépendance, vous êtes en tout cas issus d'une tradition politique, issus de la modernité occidentale, donc vous n'êtes pas tout à fait des gens décolonisés. Et ça, c'est ce qui fait la particularité du discours islamiste. Pourquoi je précise ce point? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que le côté anticolonialiste et anti-occidental, notamment dans les forces des frères musulmans, commence de plus en plus à s'amenuiser avec les révolutions arabes, puisqu'on voit qu'en Tunisie, El Narda est au pouvoir, en Égypte, El Narda est au pouvoir, et ils sont plutôt dans une logique d'accommodement total et absolu avec la globalisation économique, avec le néolibéralisme, et finalement dans une logique de négociation avec les principales puissances occidentales. C'est quelque chose que eux disent aujourd'hui officiellement. Or, qu'est-ce qui reste de fondamental dans leur discours, après toutes ces acclimatations à la globalisation économique et politique? Qu'est-ce qui reste de leur discours, justement? C'est le discours de la colonisation culturelle, et c'est quelque chose qui leur permet aujourd'hui encore de mobiliser et finalement d'attaquer les mouvements de gauche et les mouvements nationalistes arabes et les mouvements laïcs dans le monde arabe. C'est très parlant aujourd'hui en Tunisie, puisque le gouvernement El Narda, ou en tout cas certains dirigeants du mouvement El Narda, vont d'un côté dire nous n'avons absolument aucun problème avec l'Occident et vont faire des rencontres à Washington avec des dirigeants américains ou avec le département américain, c'est-à-dire ils n'ont plus de problème avec ça, mais à l'intérieur des frontières tunisiennes, en Tunisie, ils vont attaquer tout grosso modo, tout militant ou tout dirigeant politique qui ne se réfère pas directement à l'islam politique sur le thème « tu n'es pas quelqu'un de correctement décolonisé. Il reste en toi quelque chose de profondément colon. » Et ce discours fonctionne. Il fonctionne effectivement, je dirais, un peu comme une espèce de référent populiste, en un sens, et un référent populiste qui fonctionne tellement, puisque je l'ai dit au début, les islamistes, malgré un programme économique qui n'est pas en phase avec les premières demandes de la révolution, notamment en Tunisie, arrivent malgré tout à percer électoralement et à avoir une véritable base populaire, y compris dans les quartiers les plus pauvres de Tunisie ou d'autres pays. Dernière chose, c'est que après, on a encore un dernier paradoxe, c'est que malgré toutes ces oppositions entre le mouvement de gauche et l'islam politique, malgré tout, ces mouvements depuis les années 90 et encore aujourd'hui sont encore dans des phénomènes, on pourrait dire, de transaction politique. C'est-à-dire, ils sont opposés idéologiquement. Les marxistes définissent, les marxistes, et disons les néo-marxistes et même la gauche social-démocrate, etc., vont décrire les islamistes comme des gens réactionnaires, comme des antidémocrates, comme des gens qui négocient avec les Américains, comme les parangons du nouveau néolibéralisme moderne dans le monde arabe. Les islamistes vont décrire les gens de gauche et les nationalistes arabes effectivement comme des gens qui importeraient une culture occidentale complètement étrangère au monde arabe, etc. Donc on a idéologiquement des oppositions très fortes, mais paradoxalement on a aussi toute une série de transactions politiques entre ces mouvements depuis les années 90 et 2000. Il y a eu beaucoup de cadres d'alliance entre ces mouvements. On peut dire que de manière générale, les cadres d'alliance entre ces mouvements sont un peu sur la ligne alliance tactique et non pas alliance stratégique, ce qui est logique, eu égard à ce que j'ai un peu expliqué avant et à leurs oppositions idéologiques profondes. Ceci dit, dans le cadre spécifique des révolutions arabes, on voit que les polarisations actuellement ont tendance à s'accroître entre ces mouvements, du fait logique que maintenant, beaucoup d'organisations issues de l'islam politique sont comptables et redevables de politiques gouvernementales et donc de gestion gouvernementale, et qu'effectivement toute une partie de la gauche qui, par exemple, pouvait s'allier dans les années 90 et 2000 sur la thématique de la libération des prisonniers politiques, de la liberté de la presse, du soutien aux revendications du peuple palestinien, de l'opposition à la guerre américaine en Irak. Aujourd'hui, effectivement, plus les islamistes arrivent au pouvoir, plus ils prennent en charge des postes et de la gestion gouvernementale, plus les polarisations effectivement idéologiques s'accroissent et reviennent un peu sur le devant de la scène. Alors après, la question, c'est souvent, c'est un débat qui revient souvent quand on aborde ces relations entre gauche et islam politique. Beaucoup de gens disent, mais est-ce qu'il y a eu une tentative ou est-ce qu'il y a une théologie islamique de la libération, par exemple, sur le modèle latino-américain? Alors cette question pose toujours un peu de problème sur le fond,
puisque c'est une question qui marche par analogie. Et c'est déjà le fait qu'on dise, est-ce qu'il y a une théologie islamique de la libération, c'est prendre un thème issu de l'histoire latino-américaine pour le transborder sur le monde arabe. Or, l'analogie est difficile. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu, notamment au niveau intellectuel et au niveau de quelques expériences, il y a eu un peu de transactions idéologiques et conceptuelles à une certaine époque, surtout en fait dans les années 50, 60 et 70. Pourquoi? Parce que à l'époque, les années 50, 60 et 70, l'idéologie aussi socialisante, tiers-mondiste était très forte. Et effectivement, on a vu qu'elle était tellement forte qu'à l'époque, elle a même percuté une partie des frères musulmans, et qu'une partie des frères musulmans, non pas ne devenait pas de gauche, mais prenait certains termes à la gauche, les islamisait. Mais par exemple, à l'époque, certains dirigeants islamistes, même certains théoriciens islamistes comme Sayyid Qutb, qui est considéré comme le père de l'islamisme radical, pouvaient parler de socialisme islamique, quelque chose qui est aujourd'hui complètement inimaginable. On n'entendra pas aujourd'hui de dirigeants islamistes parler de socialisme islamique, par exemple. Donc, à l'époque, effectivement, il y a eu un peu des échanges conceptuels entre ces mouvements. Il y a eu, à la fin des années 70 et au début des années 80, ce qu'on pourrait appeler une espèce de théologie de la libération, mais vraiment en filigrane, c'est-à-dire avec certains intellectuels comme Hassan Hanafi en Égypte, à partir de 79, qui avait créé une revue qui s'appelait Yasar al-Islami, la gauche islamique. Il y a eu les textes à l'époque qui avaient une certaine influence intellectuelle dans le monde arabe de l'Iranien Ali Shariati, qui est considéré comme l'un des pères de la révolution iranienne, mais pas au sens de Khomeini, puisque Ali Shariati était un anticléricaliste fondamental. Il est mort d'ailleurs quelques temps avant la révolution iranienne. Il y a eu les textes et la relecture des textes d'un penseur algérien qui a été très important dans l'histoire du monde de libération nationale algérien, qui était Malek Ben Nabi. Et il y a eu en Tunisie, au début des années 80, une tentative de refondation intellectuelle assez intéressante entre la gauche et l'islam politique, qui s'appelait 15-21, et du groupe qui s'appelait à l'époque les Islamiyoun Taqadoumiyoun, les islamistes progressistes. Mais c'est une expérience, elle aussi, qui s'est plutôt écroulée à peu près vers l'année 85-86. Les dirigeants des islamistes progressistes n'étant aujourd'hui plus ni islamistes ni progressistes, mais étant plutôt des parents de l'idéologie économique et politique libérale. Donc, ce qui montre par ailleurs l'échec relatif de ces tentatives. Dans le domaine pratique, il y a eu aussi des tentatives assez intéressantes. Il y a eu, là je parle de l'expérience que je connais la plus, qui est celle du Liban. C'est plus des expériences localistes. Bon, moi j'ai un peu écrit dessus, donc je me permets d'en parler 2 minutes, mais il y a eu l'expérience dans la ville de Tripoli, au nord du Liban, à la fin des années 70 et au début des années 80, du quartier de Bab el-Tabane, qui est encore aujourd'hui le quartier le plus populaire de Tripoli, qui était dirigé par un leader local issu de ce quartier qui s'appelait Khalil Rakawi. Khalil Rakawi, qui est passé de la gauche, il était membre de l'Organisation d'Action Communiste au Liban. Il est passé à l'islam politique, mais avec un islam politique effectivement qui était assez spécifique, très inspiré à l'époque par les expériences de gauche et par l'idéologie de gauche. C'était la définition de ce qu'il appelait à l'époque un islam des pauvres. Et d'ailleurs, Khalil Rakawi, pour la petite histoire, avait créé des universités populaires dans le quartier de Bab el-Tabane, dans lesquelles il avait invité notamment le sociologue Michel Seurat, qui avait été assassiné plus tard en 86. Donc, dans ces relations complexes entre la gauche et l'islam et les mouvements de l'islam politique, on est un peu dans l'opposition et dans des transactions politiques, mais qui se limitent au niveau tactique, et éventuellement, dans une certaine conjoncture historique, à un moment donné, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80, quelques phénomènes, on va dire, d'interaction conceptuelle et qu'on pu dessiner quelque chose qui pouvait ressembler à une tentative, à un moment de théologie de la libération, mais qui ne s'est jamais finalement concrétisé, et qui d'ailleurs, quand je dis que c'est pas vraiment une théologie de la libération, j'ai parlé des expériences pratiques, j'ai parlé des expériences intellectuelles avec la revue 15-21, il n'y a jamais eu, pour la peine, d'aller-retour entre le pratique et l'intellectuel. C'est-à-dire ceux qui ont pensé à une espèce de synthèse entre gauche, islamisme et islam, etc., n'ont jamais vraiment eu de terreau populaire, et inversement, ceux qui, sur le terreau populaire, étaient engagés dans des expériences qui ont pu, à l'époque, être assez intéressantes, ceux-là n'étaient ni des universitaires ni des intellectuels. En ce qui concerne Khalil Rakawi, dont j'ai parlé, c'était non seulement un leader de quartier, mais également un combattant dans le cadre de la guerre civile libanaise. Dernière chose, un peu pour conclure, parce que vous avez vu que dans le titre, il y avait un peu ce mot de sciences sociales.
Qu'est-ce que les sciences sociales peuvent apporter sur la question? C'est tout à la fois une question et un problème. Parce que dans la manière dont les islamistes, par exemple, décrivent la gauche ou écrivent sur la gauche, et dans la manière dans laquelle la gauche écrit en général sur les islamistes, ça reste souvent éloigné des sciences sociales. Et les sciences sociales, elles, depuis les années 80, qui se penchent sur le phénomène de l'islam politique, restent assez déconnectées de tout engagement militant. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans beaucoup de textes qui sont écrits de textes de penseurs de gauche sur l'islam politique, il y a des textes très riches, très intéressants, mais qui sont souvent, par exemple, des textes de philosophes, ou qui vont être des textes plus de sciences politiques. Mais il y a très très peu, par exemple, de productions issues de la sociologie politique. Il y a très peu, quand je dis de la sociologie politique, ça exige aussi, ça veut dire des enquêtes de terrain. Il y a très peu de choses issues de l'anthropologie, etc. Et on voit comme ça des choses complètement déconnectées, où finalement, dans une partie de la gauche arabe, lorsqu'ils parlent de l'islamisme, et lorsque les gens issus des sciences sociales, les chercheurs, parlent de l'islamisme, ils ne se comprennent pas tout à fait parce que ils ne parlent pas d'une certaine manière la même langue. Les gens issus des sciences sociales vont plus se référer à un travail de terrain, à des travaux d'interview, à un travail de déchiffrage d'archives, alors que les militants vont plus avoir un discours idéologique dans lequel leur approche de l'islam politique va plus être issue de leur expérience politique difficile avec les islamistes, des expériences traumatisantes qu'ils ont pu avoir avec eux, etc. C'est un problème, mais en même temps, d'une certaine manière, et c'est un peu l'objet de ce séminaire, et je conclue sur ça, est-ce que justement un peu ces milieux de gauche ou ces milieux engagés et de l'autre côté le milieu des chercheurs en sciences sociales, et il y a une production aujourd'hui en sciences sociales sur le Moyen-Orient et sur la question de l'islam politique depuis le milieu des années 80 qui est absolument énorme, qui peut être lue. Est-ce qu'ils sont capables de redialoguer? Est-ce qu'ils sont capables de s'apprendre les uns aux autres? Mon expérience personnelle dit que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, surtout quand on se retrouve un peu à une certaine période de sa vie en ce qui me concerne, un peu au milieu de toutes ces logiques, et je peux te dire combien c'est difficile, mais c'est un peu la question de conclusion, comment refaire un peu dialoguer des sciences sociales critiques avec un peu tous ces milieux dans le monde arabe qui aujourd'hui s'engagent et militent sur ces questions. Voilà, merci. Merci. Bon, alors, je passe immédiatement la parole. Si dans les 5 minutes, tu peux parler debout, ça vous pose problème? Pardon? Je peux parler debout? Non, pas de problème. Merci Nicolas, ça me rappelle des débats qu'on a eu avec Nicolas à Beyrouth sur pas mal de questions. Débat fraternel, hein, bien sûr, avec les différences, je pense quand même. Alors, moi mon titre c'était Bilan et perspectives des processus révolutionnaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le mot bilan est peut-être faux à certains égards parce qu'on est loin de pouvoir faire un bilan, c'est des processus révolutionnaires constants. Et les perspectives, par contre, ce mot est beaucoup plus juste parce qu'il a ouvert énormément de perspectives pour cette région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Mais j'ai passé un peu plus de temps que j'avais prévu pour l'introduction parce que j'ai remarqué que même dans ce colloque, et bon, c'est pas la première fois, il y a une véritable crise de compréhension de ces processus révolutionnaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, que ce soit à droite, mais qui est peut-être plus surprenant, à gauche également. Dans la compréhension qu'on a de ces mouvements populaires, des dynamiques qui en sortent. Et même on est arrivé à un certain nombre de personnes à gauche qui refutent le terme de processus révolutionnaire à ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, que ce soit au Moyen-Orient même, un certain nombre d'intellectuels plutôt âgés souvent, qui viennent plus du nationalisme arabe, qui réfutent le terme de processus révolutionnaire, mais également en Europe. En Europe, alors on a tout d'abord le vieille islamophobie, le vieux orientalisme, comme quoi finalement c'est la religion qui compte seulement dans cette région. Et on peut le voir dans les derniers événements qui ont suivi le film islamophobe. On voit de nouveau que tout ce qui s'est passé ces 1 an et demi a disparu. De nouveau, on retrouve dans les médias, de manière générale, ces foules complètement folles que dès qu'on parle du prophète, ils ne savent pas prendre une critique, etc. Ils sont complètement fous, ils sont complètement incultes, etc. On retrouve de nouveau, alors qu'il y avait une centaine de personnes devant des ambassades, dans le cas de la Libye, il s'est confirmé qu'il s'agissait d'une attaque préparée d'avant. Et au même moment, durant ce film islamophobe, il faut savoir que la première moitié de septembre, en Égypte,
c'est la période dans laquelle il y a eu le plus de manifestations, de grèves depuis le début de l'année. Pas un seul mot a été parlé sur ces grèves. En Palestine, on a montré une manifestation à Ramallah d'une centaine de personnes contre l'ambassade américaine, alors que toute la Cisjordanie était en révolte au niveau des accords d'Oslo, des accords de Paris, qui enferment et qui appauvrissent les Palestiniens de manière générale. Pas un seul mot. Tunisie, même chose. Et on voit de l'autre côté, et là je fais un lien et j'en reviendrai plus tard, par rapport aux frères musulmans, à l'islam politique, qui, de nouveau, comme disait, c'est pas une acclimatisation, accommodation, ce n'est pas une accommodation parce que finalement, ces partis n'ont jamais été fondamentalement, au niveau politique, économique et autres, fondamentalement contre l'Occident. C'est une opposition culturelle. Et s'est retrouvée également dans les réactions à ces films islamophobes, c'est-à-dire on accepte toutes les questions d'asservissement politique, économique et social des deux gouvernements tunisiens et égyptiens. Par contre, on dit, vous voyez comment ils attaquent notre culture, on est contre ça, contre l'Occident, etc. Et ils ont mobilisé des gens, mais de manière très modérée, en disant, voilà, ça c'est les nôtres qui manifestent dans les rues, regardez les salafistes, c'est eux les dangereux qui attaquent et tout ça, qui attaquent les ambassades. Mais en utilisant la question culturelle. Et on va voir que ça, c'est pas nouveau, à différents niveaux. Donc, de nouveau, droite islamophobe, droite orientaliste, rien de nouveau. Cette région ne peut pas être démocratique, ne peut pas connaître des véritables soulèvements populaires, rien de nouveau à ce niveau-là. Mais ce qui est plus surprenant, c'est à différents niveaux, à la gauche aussi. On a retrouvé les mêmes critiques à ce niveau-là, de différents intellectuels qui disaient finalement, vous voyez, on est passé d'un printemps arabe à un hiver islamiste, deux termes complètement réfutés de la région. Aucune personne qui a été activiste n'utilise ces termes véritablement. On n'est pas du tout dans un hiver islamiste, on est par contre dans une histoire de lutte permanente et constante depuis 1 an et demi. Et c'est ça qui va être très intéressant. Mais aussi, la deuxième partie de mon introduction que j'ai retrouvée, c'est une certaine gauche aussi qui, dès qu'on arrive au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, c'est une région tellement exceptionnelle et encore plus maintenant à cause de ces processus révolutionnaires, qu'on n'applique plus tous les analyses matérielles qu'on applique à toutes les autres régions du monde. C'est absolument fantastique et je voulais m'exprimer hier soir, on n'a pas eu le temps. Mais dès qu'on vient par exemple à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, on enlève les contradictions de classe, l'analyse matérielle, l'analyse de classe premièrement. On dit par exemple la Libye, c'est tout d'abord un conflit géopolitique. Bizarrement, on dit que la Syrie c'est un conflit géopolitique. Ce qui explique la position d'une certaine gauche sud-américaine. L'analyse matérielle disparaît complètement, bizarrement. Cette région est tellement exceptionnelle que les analyses qu'on utilise pour tous les restes du monde ne peuvent pas être appliquées tellement c'est exceptionnel, vous comprenez. Et que la géopolitique, c'est ce qui dirige en fait cette région et qui dirige ces mouvements populaires. Ça pose un véritable problème de fond, de comment on pense l'émancipation, le terme de Scolotte, par en bas, c'est un véritable problème. Et aussi l'autre problème qui a touché une certaine gauche, et ça, j'avais envie d'en parler parce que c'est un concept aussi qui n'est pas nouveau. L'orientalisme inversé, l'orientalisme en retour, qui a été un concept développé par un marxiste syrien qui s'appelle Sadiq Jalal Azam dans les années 70-80, qui n'a rien de nouveau, qui était d'abord une critique par rapport aux nationalistes arabes de l'homme essentiel arabe, qui est créé par certains mouvements politiques arabes, c'est-à-dire l'arabe ou le musulman doit être d'une certaine manière. Il est de cette manière, et s'il n'est pas de cette manière, il n'est pas endogène à la région, il ne vient pas de cette région. dont Nicolas a parlé, c'est-à-dire si vous êtes gauche laïque, c'est impossible que vous soyez de cette région, c'est pas possible. Franchement, vous êtes un extraterrestre. Et c'est un discours qui n'est pas nouveau. Qui n'est pas nouveau du tout. Juste que maintenant ils sont au pouvoir, ils le disent de manière beaucoup plus véhémente. Mais ce n'est rien absolument nouveau, qu'on retrouve des textes depuis les années 70. Donc ça dit que c'est marxiste, syrien, on parlait par rapport aux nationalistes arabes, mais particulièrement aussi de l'islam politique et de ces intellectuels qui ont fait ce passage, qui était pour beaucoup, je veux dire qu'il y avait quand même des manques dans l'analyse matérielle de certains événements, qui sont passés à l'islam politique en disant finalement l'anti-impérialisme c'est on lutte par rapport à notre culture, ce qui pose des problèmes de fond au niveau de l'analyse matérielle, etc. Et l'orientalisme inversé a fait que, comme l'orientalisme qui décide que la religion est le facteur de différence de cette région, et qui est un facteur négatif dans le cas de l'orientalisme, dans l'orientalisme inversé,
pour certains chercheurs et autres, il fait que tout facteur religieux est un marqueur progressiste et endogène à cette région. Ça veut dire qu'on arrive à des conclusions de certains ou certaines qui disent que, par exemple, l'islam politique serait anti-impérialiste, qu'ils sont sociaux, qu'ils sont des mouvements sociaux. Alors, de nouveau, on oublie l'analyse matérielle. Faire de la charité n'est pas du social. Ce n'est pas émanciper une personne. C'est-à-dire, ce n'est pas lutter contre la pauvreté, de donner de l'argent, de donner des sources de nourriture, etc. Ce ne sont pas des mouvements sociaux. Ce ne sont pas des mouvements d'émancipation. Donc, l'orientalisme inversé a touché un certain nombre de chercheurs et de mouvements politiques également. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une crise au niveau alors là, d'un contact direct entre la gauche, nouvelle gauche, que je vais en parler, nouvelle gauche arabe qui s'est développée du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, parce que je n'utilise pas le terme arabe, le terme ethnique, c'est une région où les peuples utilisent majoritairement la langue arabe, région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, une nouvelle gauche qui a eu du mal avec une gauche internationale qui n'avait une petite critique, ou une critique, on faisait très attention dès qu'on arrivait à l'islam politique, qui arrivait depuis un certain temps sans critique du tout, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est qui pose un véritable problème au niveau de l'émancipation et de l'internationalisme pour la nouvelle gauche arabe. Parce qu'il y a deux gauches, parce qu'il faut savoir que la gauche ancienne porte un lourd héritage pour la nouvelle gauche, c'est-à-dire par exemple la gauche, pour schématiser, la gauche staliniste qui s'est alliée avec le nationalisme arabe et qui est coupable de crimes jusqu'à aujourd'hui, ou qui s'est alliée avec des dictatures au nom de la protection dont on ne sait pas vraiment trop quoi, de la laïcité, etc. Par exemple en Égypte, le parti communiste était jusqu'aux dernières heures avec Moubarak, le parti Tadjamon. Mais vous avez une nouvelle gauche arabe qui s'est développée, et pas seulement, vous avez en Syrie jusqu'à aujourd'hui un membre du parti communiste, Qadi Jamil, qui est au gouvernement syrien, qui est dans la droite lignée de ce qu'on a fait de mieux dans le stalinisme en Syrie. On a en Tunisie moins le cas avec Hammami, mais on trouve en Irak aussi le plus grand parti, c'était un des partis les plus grands communistes, a été complètement écrasé à cause de son alliance notamment avec le régime nationaliste du Baas. Donc cette ancienne gauche, si on veut, porte un héritage terrible pour les nouvelles gauches qui est en train de se développer au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dont je reviendrai plus tard, mais par exemple vous avez des exemples des révolutionnaires socialistes en Égypte qui ont joué un rôle fondateur, pas seulement depuis le processus révolutionnaire, parce que j'ai vu aussi les termes de réveil arabe, comme si cette région avait dormi pendant 50 ans, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout un réveil, c'est une question de lutte. Ces processus révolutionnaires ne se sont pas descendus du ciel, les gens ne se sont pas réveillés en disant écoutez, on va faire une révolution, ce serait pas mal, maintenant c'est le moment. Non, c'était des luttes qui se sont développées depuis une quinzaine, vingtaine d'années, où la gauche a joué un rôle fondamental. Et ce que je veux dire, la différence, c'est peut-être, oui, les islamistes étaient plus en prison, la place médiatique, etc. Mais on voit tout ce qui est question de lutte sociale, par exemple en Tunisie, avant le processus révolutionnaire, ce n'était pas les islamistes qui ont fait, par exemple dans les mines de Gafsa et autres. En Égypte, on avait, avant le processus révolutionnaire, le mouvement social le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui n'était pas mené en soi par les islamistes, et autres, en Syrie, des mouvements sociaux, politiques, etc. Et ça, on en reviendra, c'est pour ça que finalement, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une contradiction des mouvements islamistes d'accommodation avec le libéralisme économique, avec l'Occident, avec Israël. On retrouve que le discours, le rapport avec l'Occident ne date pas d'hier. C'est quand même des partis qui ont été utilisés par les mouvements en place, par des pays occidentaux pour faire face aux nationalistes arabes et à la gauche. Sadat a utilisé l'islam politique pour massacrer la gauche. En Tunisie, à un certain moment également. En Syrie, à un certain moment également. Quand Hafez al-Assad est arrivé au pouvoir en 1970, ce n'est pas l'islam politique qui l'a arrêté en premier. C'est tout d'abord la Ligue d'action communiste. C'est des choses qu'il faut se rappeler, se poser. Et j'expliquerai aussi par la suite pourquoi le succès de l'islam politique est dû pour moi pour différentes raisons. Mais rentrons, je voulais juste faire cette introduction parce que pour moi c'est primordial qu'à la gauche on repense ces processus révolutionnaires, on repense l'analyse matérielle de cette région. Ça veut dire qu'on traite cette région
ne la considérez pas comme exceptionnelle, traitez-la comme toutes les autres régions du monde, c'est-à-dire par des analyses matérielles, que la contradiction principale reste l'analyse de classe, quel que soit en Syrie, en Libye ou autre. Ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Ensuite, ces processus révolutionnaires, que je revendique le terme parce que pour moi, c'est ce que c'est, processus révolutionnaire constant et permanent, qui s'inscrivent dans une durée, qui vont durer encore, ont ouvert de nouvelles perspectives syndicales, de lutte sociale, de lutte pour la gauche, pour cette nouvelle gauche arabe qui se développe depuis, je dirais, les années 90. On voit par exemple en Égypte un mouvement syndical très très important. Aujourd'hui, on a 2 syndicats indépendants qui regroupent plus de 3 millions de travailleurs et de travailleuses, qui ont établi un front pour la défense des travailleurs et des travailleuses, de liberté syndicale, etc. Pour faire face à toutes les mesures antisyndicales que ce gouvernement actuel en Égypte est en train de faire. Il faut savoir que ce gouvernement actuel, dans la répression au niveau des syndicats et des travailleurs et des travailleuses, est pire que Moubarak. Et j'utilise des termes avec le sens qu'il faut donner. C'est les syndicalistes égyptiens et égyptiens qui le disent. Il faut savoir que dernièrement, 5 syndicalistes à Alexandrie ont été condamnés à 3 ans de prison pour grève, obstruction, etc. Il faut savoir que depuis début août, le nombre de répressions a complètement explosé contre différents mouvements de grève. La force a été utilisée contre un certain nombre de travailleurs et de travailleuses. Donc ce n'est pas négligeable et c'est des termes utilisés par des syndicalistes comme Fatma Ramadan, pour ceux qui connaissent, qui est une syndicaliste absolument fantastique, membre de Tayyar Tajdid, c'est le courant du renouveau égyptien, qui est une fraction, qui a fait scission des révolutionnaires socialistes il y a quelques années. Et il faut savoir aussi de Kamal Khalil, qui est membre des révolutionnaires socialistes et fondateur de l'Alliance démocratique révolutionnaire, qui est un rassemblement de l'extrême gauche, qui a parlé en ces termes. Et dans 2 pays aussi, pour faire un lien, ensuite j'en reviendrai à la Tunisie, mais en Égypte et en Tunisie, le slogan de l'extrême gauche aujourd'hui, et de la gauche, l'extrême gauche en général, c'est non au reste des anciens régimes, Ben Ali, et de cette bourgeoisie libérale, mais également non. Et c'est ça la différence entre, si je veux dire, la gauche internationaliste et la gauche du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Aussi non à la bourgeoisie religieuse représentée par les frères musulmans, en Tunisie et en Égypte. Et c'est un non à ces deux, pour la continuation de la révolution, pour la continuation des luttes sociales. Et d'une critique qu'il faut radicale de ces partis politiques qui, comme on le voit en Égypte et en Tunisie, n'ont aucun problème en Égypte. De nouveau, Gaza est fermé depuis un certain temps. Les accords avec Israël sont respectés et leur nouvel ambassadeur a dit qu'ils veulent la paix, etc. Contrats néolibéraux, accords avec l'armée, etc. Mais c'est des choses qui n'ont pas forcément nouvelles. Les frères musulmans en 92 au Parlement en Égypte ont voté des lois pour l'expropriation des terres, pour les rendre aux grands propriétaires terriens. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une accommodation, c'est ce genre de parti politique, le discours qui a été développé depuis un certain nombre d'années. Et quand il y a eu, ce que Nicolas a parlé des termes socialistes qui ont été utilisés, par exemple, je pense qu'il pensait aux frères musulmans en Syrie, Mustafa Sibai, qui a utilisé des socialistes islamiques, il faut savoir qu'à cette période, ce socialisme était tellement dominant, et Maxime Brondelson en a parlé, disant qu'on était obligé d'utiliser ces termes pour que les gens nous regardent. Et c'est pour ça qu'il faut replacer cette utilisation. Ce n'était pas parce qu'ils étaient convaincus idéologiquement du socialisme. C'était une question pour faire face aux mouvements de montée tiers-mondistes, socialistes, etc. Donc en Égypte, on a une explosion des luttes sociales et politiques, un mouvement populaire très important. Il faut savoir que lors des dernières élections présidentielles égyptiennes, un mouvement de boycott s'est développé de manière incroyable contre justement l'ancien représentant du régime, Ahmed Shafik, et contre le représentant des frères musulmans, car il disait on n'a pas à choisir entre deux futures bourgeoisies qui vont nous opprimer. Et on voit qu'aujourd'hui le gouvernement des frères musulmans est un des plus terribles au niveau de répression syndicale, avec implémentation de nouvelles lois contre les grèves, contre toute manifestation populaire, de plus en plus importante, et répression très très importante. On retrouve les mêmes facteurs en Tunisie. En Tunisie également, on retrouve une répression contre les syndicalistes, qui a une montée des luttes sociales, économiques et politiques très importante. On retrouve de nouveau la même répression. Et au niveau politique également, en Égypte, on voit un mouvement pour une nouvelle constitution, pour une constitution qui représente tous les Égyptiens, face à une assemblée constituante aujourd'hui dominée
par les frères musulmans et les salafistes, qui a exclu un certain nombre de personnes. On voit des mouvements féministes, etc., en Égypte et en Tunisie qui se développent. Donc c'est une ouverture des perspectives de lutte. Donc il ne s'agit en aucun cas d'hiver islamiste ou je ne sais quel hiver, il s'agit au contraire d'une fantastique explosion de lutte sociale, démocratique, etc. Car, de toute façon, comme je dis à un certain nombre de personnes, et j'en viendrai à la Syrie, qui disent à la télé ou autres qu'ils ont peur du futur, d'un futur État islamiste et tout ça, c'est qu'on ne combat pas ce genre de parti politique sous la dictature. C'est en ouvrant les perspectives, chacun a droit. L'autodétermination du peuple syrien, s'ils veulent choisir les frères musulmans, c'est leur choix, ils choisiront leurs frères musulmans, et ensuite, dans un processus révolutionnaire, les luttes se font, mais pas dans le sens contraire. Et on a pu voir que cette ancienne gauche, justement, qui a dit « il nous faut la dictature pour nous protéger de ça », sont complètement détruits et complètement non respectés par les masses, parce qu'à cause de ce genre de position du passé. Et on a pu voir les alliances circonstancielles, je dirais plus des unités d'action avec un certain nombre d'islamistes par le passé, car c'est sur une question de principe. Oui à la résistance, oui à la libération des prisonniers, mais ce n'est pas un soutien à ce genre de parti politique. Donc c'était des unités d'action qui font totalement de sens si on s'inscrit dans un processus révolutionnaire et dans l'histoire du Front uni à l'extrême gauche. Donc maintenant, on voit qu'en Égypte et en Tunisie, un mouvement syndical, un mouvement ouvrier très très important qui joue un rôle primordial dans la continuation des luttes. On pourra revenir dans les questions par la suite, en plus en détail. J'en viens maintenant à la Syrie et Bahreïn. Je ne vais pas pouvoir traiter de tous les pays arabes. Attention au temps. Il reste combien de temps? 10 minutes, parfait. Parfait, pas de problème. Je ne vais pas pouvoir traiter tous les pays, mais je pensais que c'était important de traiter deux situations. On voit Égypte et Tunisie qui sont passées première étape du processus révolutionnaire, c'est-à-dire la chute du despote, mais l'État autoritaire reste un facteur important, mais ils sont toujours dans la deuxième étape et des perspectives nouvelles ont été ouvertes. Et maintenant, j'en viens au cas de la Syrie et du Bahreïn, qui sont deux cas aussi où la première étape, si on veut, n'a pas été dépassée, mais où les luttes sont toujours existantes. Pas seulement dans le cas syrien, une lutte armée, comme on l'entend, même de certains à gauche, il y a aussi une lutte populaire qui est toujours constante jusqu'à aujourd'hui. Des manifestations populaires ont lieu, des désobéissances civiles, grèves, etc. Il faut savoir qu'en décembre dernier et en janvier, il y a une grande campagne de grève qui ont été lancées à travers la Syrie, qui ont paralysé des pans entiers des services de sécurité syriens, etc., pendant 3 semaines, qui avaient été lancées par les comités de coordination locale. Il faut savoir que entre le début du processus révolutionnaire syrien en mars 2011 jusqu'à avril de cette année, plus de 85 000 travailleurs et travailleuses ont été licenciés de leur travail et 187 usines fermées à cause de la mobilisation populaire dans ces lieux de travail. Donc, ce régime qui se dit social, et puis après je pourrais revenir aussi sur tous les mensonges qu'il dit, on voit de nouveau quelle attitude a envers les travailleurs et les travailleuses et face à la mobilisation populaire. Donc une mobilisation populaire qui est constante. À Bahreïn aussi un mouvement syndical très très important. Et dans le cas du Bahreïn, le mouvement syndical a joué un rôle primordial dans la mobilisation populaire au début. Il faut savoir particulièrement le mouvement des enseignants. Il y a quelques jours, le président des syndicats des enseignants a été condamné à plus de 5 ans de prison et la vice-présidente pour plus de 1 ou 2 ans, je crois, de prison ferme. Ils ont mobilisé quasiment le syndicat des enseignants 100 000 personnes à un moment donné, seulement 100 000 personnes au niveau de mars l'année dernière, juste avant l'intervention étrangère de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe contre le mouvement populaire au Bahreïn. Donc un mouvement syndical très important, avec également le syndicat des docteurs, qui a joué un très, très grand rôle également au Bahreïn. Donc on voit le rôle des travailleurs et travailleuses jouer un rôle très important. Et dans ces deux pays, on sent l'influence de la gauche, malgré une faiblesse, je veux dire, de la participation politique de partis politiques de gauche, mais on sent l'influence de la gauche à différents niveaux. Il faut savoir qu'en Syrie, il y avait une coalition qui s'appelait El Watan, qui regroupait 17 organisations de gauche, bon maintenant il y en a quelques-unes qui se sont retirées, mais qui jouaient un rôle sur le terrain concret de soutien à la mobilisation populaire, de manifestations, etc. Le mouvement Ma'an, par exemple, qui était très présent dans la région de Latakia et dans les autres régions
dit majorité alawite, il jouait un très grand rôle. Il faut savoir qu'il y a les comités de coordination communiste à Alep et à Damas qui jouent un rôle très important dans la mobilisation populaire. Aussi les jeunes révolutionnaires qui sont présents à Alep et Damas qui ont des slogans absolument magnifiques d'unification entre le peuple, etc. Et il y a une correction aussi au niveau de certaines erreurs qui a été commises par l'armée syrienne libre et une volonté de continuer le mouvement populaire, que ce soit armé ou pacifique. Et il faut savoir qu'à Bahreïn, lorsqu'il y a eu l'occupation, donc une présence quand même à gauche qui est importante, et notamment les partis dits au pouvoir qui sont de gauche, leur base populaire, beaucoup de jeunes ont quitté ces partis pour rejoindre la mobilisation populaire. Au Bahreïn, aussi présence de la gauche, de l'extrême gauche, dans l'occupation par exemple qu'il y a eu de la centre Pearl, je ne sais plus comment le terme exact, mais il y a eu une occupation d'une place à Bahreïn qui a été complètement détruite par les services de sécurité du Bahreïn, etc., où il joue un rôle primordial, notamment contre le sectarisme dans les deux pays, contre le communautarisme, pour dire que le peuple est un, qu'il n'y a pas de différence, que ce soit en Syrie entre les différentes communautés ou à Bahreïn entre sunnites et chiites. Car également, il y a eu un problème de compréhension de certaines personnes, même à gauche, qui disent le communautarisme, écoutez, c'est quelque chose d'essence. C'est essentiel à cette région, ce n'est pas une construction moderne. Non, le sectarisme au Moyen-Orient est une construction moderne. Et j'invite tout le monde à lire, par exemple, dans le cas du Liban, Oussama Magdassi, qui explique comment le communautarisme s'est développé au Liban. Mais dans les autres régions, un certain nombre de marxistes ont développé comment le communautarisme a été utilisé par ces régimes dictatoriaux pour diviser les peuples, que ce soit en Égypte, entre coptes et égyptiens, coptes et musulmans, en Syrie, entre différentes communautés, au Bahreïn, etc. Donc on voit une présence de la gauche qui est quand même là, malgré les difficultés. Quand on vient, j'en ai encore pour, j'ai encore 5 minutes, n'est-ce pas 4. On vient maintenant, donc on voit une présence de la gauche qui est quand même là, mais malgré les difficultés, etc. J'ai parlé un peu des islamistes, des autres. Moi, je suis contre la conception qu'on a en Occident que ce sont des fascistes. Il ne s'agit en aucun cas de fascistes, mais il ne s'agit en aucun cas de sociodémocrates, comme certains peuvent le penser, notamment à gauche, ou d'anti-impérialistes, etc. Comme je l'ai dit. Les conceptions qu'ils ont par rapport à l'économie n'ont rien de nouveau. Par rapport à Israël, n'a rien de nouveau. Si on revient dans les textes auparavant, c'est très clair à plein de niveaux qu'ils sont pour une accommodation, etc. Et on peut sentir que les contradictions, que l'élément culturel qu'ils utilisent ne dure pas. Car en Égypte et en Tunisie, après qu'ils ont été élus au pouvoir, 6 mois après, 50% de leur popularité a disparu. Ou en tout cas est partie ailleurs. On voit que l'élément culturel, comme pour toutes les autres régions du monde, il ne s'agit pas d'invoquer une identité culturelle pour satisfaire les besoins des gens. Comme toutes les autres régions du monde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord a des besoins sociaux, économiques et politiques. Ça ne marche pas d'utiliser l'identité culturelle comme élément de résistance face à un Occident qui est méchant, qu'on veut, c'est-à-dire au niveau qu'ils utilisent les films islamophobes, mais qui est tout gentil quand il s'agit de faire des accords politiques, économiques, etc. Des accords, par exemple, en Tunisie, par exemple, au niveau de la question de la dette, où la gauche est également très présente, en Tunisie et en Égypte. Les frères musulmans sont contre qu'on annule cette dette, qui est illégitime à tous les degrés, pour maintenir tout ce qui est question néolibérale, etc. Donc, et on voit que, par exemple, chez les frères musulmans en Égypte, déjà les jeunes qui avaient participé dès les premiers jours de la révolution égyptienne, du processus révolutionnaire égyptien, ont quitté un certain nombre de partis. Dernièrement, 600 jeunes des frères musulmans ont quitté le parti des frères musulmans. En fait, ils étaient contre les politiques qui étaient employées aujourd'hui, au niveau contre les syndicats, etc. Donc, il y a des contradictions qui explosent, pas seulement au niveau des membres, mais au niveau du peuple également. On voit une baisse de 50% de leur popularité après 6 mois au pouvoir. Donc ça, c'est très clair. Donc je dirais, pour finir, en conclusion, j'ai vu Jean, que des nouvelles opportunités sont ouvertes. Il ne s'agit, comme je l'ai dit auparavant, en aucun cas d'un hiver islamiste. Au contraire, c'est une question de perpétuelle lutte. Elles sont difficiles, mais des nouvelles gauches apparaissent, des nouvelles luttes apparaissent, et il y a une chance à saisir pour la gauche. Mais il s'agit d'avoir un soutien, une solidarité internationaliste claire, en écoutant les camarades de ce qu'ils disent, quel qu'il soit. Je citerai par exemple une initiative qui a été lancée par les camarades au Liban, qui est à tous les 3 mois encourager
les relations entre les différentes gauches révolutionnaires arabes, entre la Syrie, le Liban, l'Égypte, la Tunisie, l'Irak et le Maroc. Une revue sort tous les 3 mois qui s'appelle Révolution permanente, qui expose les problèmes que chaque pays peut avoir, des analyses matérielles qui sont développées. Ou également les slogans de ni l'ancien régime n'est accepté, ni cette bourgeoisie religieuse, etc., qui va à l'encontre des intérêts de la masse. Donc, que ce soit pour les courants orientalistes ou orientalistes inversés, qui voyaient pour des raisons différentes et opposées la religion comme le moteur de l'histoire, dans cette région, ils peuvent revoir leur copie, comme c'est le cas. Car les mots d'ordre de ces révolutions n'ont pas été l'islam et la solution, mais bien la révolution et la solution, comme on a au début en Égypte, quand certains des frères musulmans sont sortis, on dit l'islam est hal, l'islam est la solution, les autres leur répondraient Tunis est hal. C'est-à-dire Tunisie était la solution, c'est-à-dire un processus révolutionnaire. Et les mots d'ordre ont été peints, liberté et indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Cela n'est pas pour nier aucune religion, aucune, c'est que il faut analyser cette région avec les instruments qu'on utilise pour tous les autres, parce que cet exceptionnalisme fait du mal pour les camarades, je vous le dis sincèrement, qui sont sur place pour avoir été longtemps là-bas et tout ça, que aujourd'hui en Moyen-Orient et Afrique du Nord, encore une fois, il ne s'agit pas, pour moi c'est fondamental de dire, on est véritablement dans une nouvelle ère, une nouvelle perspective qui est très intéressante, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit académique, sciences sociales, mais surtout au niveau des luttes, pour ouvrir de nouvelles perspectives. Donc voilà, merci. Merci.